des perspectives de renforcement de la coopération dans les domaines énergétiques et sanitaires, la visite de la centrale électrique de Komsilga et de l'hôpital national Blaise Compaoré par les premiers ministres Tiao et Kabla Denka inspire des projets. À Ouagadougou, des femmes exigent la libération sans condition des lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria. Elles ont battu le pavé de la place de la Nation au rond-point des Nations Unies où elles ont remis un mémorandum à l'ambassadeur du Nigeria au Burkina Faso et puis un grand pas vers l'exploitation de la mine de Namisigma dans le Yatenga. Elle va mettre en valeur une réserve de 29 tonnes d'or. Les travaux de construction de l'usine ont été lancés. Madame, mademoiselles et messieurs, voici le 20 dans ces grandes articulations. Bienvenue sur la RTB. Accélérer les dossiers relatifs au traité d'amitié et de coopération, c'est dans cette optique que s'inscrivent les conclusions des travaux qui ont réuni des membres du gouvernement ivoirien et burkinabé. Un communiqué final fait le point des réalisations et des avancées et trace de nouveaux sillons pour l'action Alidou Badini et Fousseni Kindo. Échange de documents entre les ministres des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire Charles Dibi Kofi et burkinabé Djibril Bassolé. L'occasion se veut solennelle et le moment décisif. La réunion préparatoire de la 4e rencontre au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé s'est donc achevée avec une satisfaction de part et d'autre. Les grands chantiers communs des deux pays avancent et on note des résultats significatifs, notamment sur la question de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Les deux parties se félicitent de la mobilisation des bailleurs de fonds pour le financement de ce gigantesque chantier. Le deuxième grand dossier en examen à cette réunion de Ouagadougou, la réhabilitation du réseau de chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao. Les travaux de réhabilitation pourront débuter au mois d'août 2014. Les deux pays mettent la pression sur les groupes Bolloré et Timis pour accélérer les choses. Et pour ce qui concerne la fourniture de l'énergie au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire décide d'accroître son offre de 70 à 80 MW d'électricité d'ici à la fin de l'année 2014. Pour mettre en œuvre ces décisions et recommandations, nous aurons besoin de continuer à adapter l'action de notre alliance aux nouveaux défis du monde. Dans ce sens, il me semble que les défis sécuritaires doivent demeurer dans un contexte de montée du terrorisme et des nouvelles formes de criminalité transfrontalière, une priorité permanente pour nos États. De même, pour maintenir et renforcer l'efficacité du couple ivoiro-burkinabé, notre stratégie doit répondre à cette triptyque: engagement, présence et efficacité. L'engagement, la présence et l'efficacité, c'est en effet le but de ce traité qui vise aussi le développement concerté des deux pays. Et pour le Premier ministre burkinabé, les deux gouvernements n'ont pas droit de faillir. Il nous faut prendre la pleine mesure des efforts à consentir pour la mise en œuvre effective des différents accords signés dans les domaines pertinents de notre coopération. Les progrès enregistrés dans bien de domaines ne doivent pas occulter les énormes possibilités de coopération non encore exploitées. Certaines décisions et recommandations connaissent des lenteurs dans leur exécution. J'encourage les ministres à initier ou à poursuivre les actions en vue de leur mise en œuvre effective. Des sujets d'actualité ont aussi occupé une place à cette rencontre, notamment le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui organisent chacun en 2015 des élections présidentielles et les deux premiers ministres souhaitent la tenue d'élections démocratiques libres et transparentes dans un climat social apaisé. Également, la situation à Kidal au Mali inquiète les deux pays. Les premiers ministres ivoiriens et burkinabés appellent à l'arrêt des hostilités. Après les travaux, un peu de détente et de rafraîchissement dans le cadre d'un dîner offert par le Burkina à ses hôtes de marque, une bonne nouvelle qui est tombée comme une cerise sur le gâteau. La Côte d'Ivoire va augmenter la quantité d'électricité fournie au Burkina. Reportage signé de Drissa Serré.
Le Burkina Faso est réputé pour son hospitalité légendaire. La délégation ivoirienne ne sera pas déçue. Ce toast porté par Béon Luc Adolphe Tiao à l'issue des travaux d'évaluation sur l'état de mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération en dit long. Il a voulu à l'endroit de son homologue ivoirien comme la marque des relations chaleureuses qui lient les deux pays. Ce moment de convivialité est aussi le lieu de magnifier les liens historiques, culturels, économiques, séculaires qui ont toujours existé entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et exhorter les deux peuples à toujours se donner la main pour raffermir ces liens et construire ensemble un avenir radieux. Sous la vigoureuse impulsion des présidents Ouattara et Compaoré, nos deux capitales, pour dire nos deux pays, sont et resteront la locomotive de l'intégration régionale, comme vous l'avez si bien souligné ce matin, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Les actions, projets et programmes initiés viennent concrétiser une vision qui inspire espoir et cimente cette osmose ivoiro-burkinabé pour réaliser notre rêve partagé d'une vie meilleure dans un contexte de stabilité, de paix et de sécurité. Le traité d'amitié et de coopération a été initié le 15 septembre 2009 avec pour objectif de réunir les deux pays autour de projets de développement durable. Depuis cette date, ils ont décidé d'harmoniser leurs vues et mutualiser leurs efforts pour construire un espace économique et social dynamique, porteur de croissance, un espace de stabilité, de progrès et de paix. La Côte d'Ivoire s'est fixée pour challenge de relever le défi de l'émergence. Les grands chantiers engagés avec le Burkina Faso concourent à l'atteinte de cet objectif. D'ores et déjà, on peut se montrer fier du travail abattu par le comité de suivi et évaluation. Le but ultime, c'est le bonheur des deux peuples. À cette soirée, Daniel Kablan-Denka apporte une bonne nouvelle à tout le peuple burkinabé. Nous avons reçu l'instruction du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour passer donc la capacité de fourniture de 110 MW à au moins 80 MW. Ce qui voudrait dire, Monsieur le ministre, qu'il va falloir travailler davantage pour peut-être aller plus haut, parce que chaque fois que le chef de l'État dit quelque chose, moi je m'ajoute pour être sûr qu'au moins ce qu'il a demandé soit fait. Donc il va falloir travailler, peut-être viser, disons que 100 MW, de manière à ce qu'on puisse au moins réaliser les 80 MW. Pour qui connaît le calvaire des Burkinabés pour satisfaire aux besoins d'électricité, c'est un cadeau qui s'est fait comme il se doit. Expression des talents cachés, échange de présents, prestation d'artistes, tout était là pour agrémenter le dîner officiel. Renforcement de la coopération énergétique, exploration de pistes de collaboration en matière de santé. Tous ces projets sont mis en perspective à l'issue de la visite de la centrale de Komsilga et des installations de l'hôpital national Blaise Compaoré. Reportage Karim Namono. C'est la centrale électrique de toutes les attentes, surtout à cette période de délestage incommodant. Les deux premiers ministres ont naturellement à cœur de renforcer la coopération de leur pays dans le domaine de l'énergie. Cette visite leur donne l'occasion de s'enquérir des capacités et du fonctionnement de la centrale thermique qui approvisionne la ville de Ouagadougou avec 90 MW, soit 40% du réseau national interconnecté. La Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel, se démène parfois pour combler les besoins énergétiques et la République de Côte d'Ivoire, elle, vient à sa rescousse. Les besoins sont beaucoup plus importants. Donc l'augmentation à 80 MW, la diversion à partir de la Côte d'Ivoire, c'est donc utile, en entendant que les autres centrales dont a parlé le directeur général puissent être mises en place à partir de 2015. Donc chaque fois, nous discuterons avec la partie burkinabé pour voir donc le différentiel éventuel qu'il faudrait pouvoir apporter de façon à éviter qu'il y ait des problèmes. Si dans l'énergie, le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire ont formalisé leurs accords de coopération, dans la santé, rien n'est scellé officiellement. Cela n'empêche pas pour autant Daniel Kablan-Denka de visiter l'hôpital national Blaise Compaoré. Doté d'équipements de dernière technologie, le plateau technique offre une meilleure prise en charge des patients. 597 agents veillent sur leur santé, mais des spécialistes manquent à l'appel. Sur le plan de
santé de la Côte d'Ivoire a nettement plus de possibilités, plus de spécialistes que le Burkina Faso. Je pense qu'il faudrait voir comment nous pourrions mutualiser effectivement nos différents efforts pour que cette action se développe. Vous vous souvenez, pendant longtemps, les Burkinabés allaient surtout en Côte d'Ivoire. On évacuait beaucoup de malades en Côte d'Ivoire. Bon, aujourd'hui, on a cet hôpital qui peut permettre effectivement d'assurer, prendre en charge ce nombre de pathologies. Et je pense qu'avec nos amis ivoiriens, nous allons voir comment renforcer cet axe de la coopération dans le domaine sanitaire. Cette visite laisse entrevoir des possibilités de renforcement et de formalisation de la coopération entre les deux pays. Il y a en 2014, sur les 600 lits, il y aura 300 qui sont non opérationnels et qu'il y a des spécialités pour lesquelles ils souhaitaient avoir une coopération se développer, notamment dans le domaine de la cardiologie et dans le domaine de la cancérologie. Il se trouve, comme vous le savez, que nous avons déjà un institut de la cardiologie qui a été mis en place depuis les années 80 et où on opère presque à corps ouvert dans la sous-région Abidjan. Peut-être là aussi, nous pouvons faire avoir une coopération dans ce domaine. La formalisation de la coopération dans la santé est vivement souhaitée par le personnel de l'hôpital national Blaise Compaoré, qui a reçu par ailleurs une enveloppe d'encouragement de 1 million de francs CFA de la part du Premier ministre Daniel Kablan-Denka. Le même montant a aussi été remis aux malades pour leurs soins. Entre Ivoiriens et Burkinabés, il est question de renforcer la coopération parlementaire. Le Premier ministre Kablan-Denka était à l'Assemblée nationale pour des échanges avec le président de l'Assemblée nationale, Songalo Apollinaire Ouattara. Anna Lucie Kéré a suivi la rencontre et voici son compte rendu. Il était important qu'on puisse donc saluer le président de l'Assemblée nationale, lui dire où est-ce que nous en sommes au niveau des travaux que nous avons donc menés. Puisque, comme vous le savez, il va y avoir un rencontre des chefs d'État au mois de juillet, et disons que 2014, ici à Ouaga. Donc, si le corps, disons qui vote les lois, qui vote les décisions, n'est pas informé en avance de ce qui se passe, peut-être quand les tests de loi vont venir ici, il peut y avoir des lenteurs. Mais s'ils savent que ce sont des dossiers urgents et importants, peut-être que les choses iront donc de l'avant. Donc, c'est vraiment un grand honneur d'avoir été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Et nous avons eu des échanges très utiles sur le renforcement de cette coopération. Je pense déjà que entre les présidents des assemblées, ils se parlent, ils échangent. Et ce que nous devrons faire, c'est que les visites soient régulières de part et d'autre. Dans le cadre donc, du renforcement de cette coopération, vous savez que dans le cadre même d'autres groupements, comme les parlementaires de la francophonie, ils se voient. Il faut renforcer cette coopération. C'est un même peuple, avec différents groupements. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, on se sent ici à Ouagachoune. Daniel Kablan-Denka a quitté Ouagadougou aux environs de 15h30 après un séjour bien rempli. À l'aéroport, il a parlé à Drissa Siré des perspectives de la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération qui se tiendra en juillet 2014. 48 heures de course contre la montre, pas le moindre signe de fatigue sur le visage. Le chef du gouvernement ivoirien a mené de bout en bout le programme contenu dans son calendrier de séjour. À tous les niveaux, les Burkinabés ont facilité la tâche à la délégation ivoirienne au point qu'on n'a pas vu passer le temps. Et au moment de se dire au revoir, c'est l'agrément mutuel. Bon, je pense que si je devais résumer en 2 mots, séjour fructueux et agréable. Voilà, je pense que c'est reçu tout. Fructueux parce qu'on a fait beaucoup de travail avec notre frère, le Premier ministre Biong Lukadof Tiao, sur beaucoup de dossiers importants, conformément aux instructions de nos chefs d'État. Et comme je lui ai le cité, certains dossiers sont fondamentaux, comme le dossier donc, de l'autoroute, comme le dossier donc, du chemin de fer, et aussi le dossier donc, de la frontière d'énergie. Sur ces différents dossiers, nous avons beaucoup avancé, sans oublier les autres secteurs. Je disais aussi agréable parce que nous avons été reçus par le président de la République qui nous a donné d'excellents conseils. Nous avons rencontré le président de l'Assemblée nationale, entre autres, et disons que nous avons fait des visites mémorables à Zianière et aussi donc à Komsilga ce matin. Et l'hôpital que nous avons vu vraiment nous a beaucoup frappé et nous avons donc décidé ensemble de renforcer la coopération à la fois dans le domaine donc, de la formation professionnelle, mais aussi dans le domaine donc, du secteur hospitalier.
On a vraiment beaucoup de chantiers de développement devant nous. Et bien sûr, comme poser la question, je pense que le sommet en juillet prochain va être un sommet, je pense, où les chefs d'État seront contents. Parce qu'on a proposé la signature de 26 accords. Le Premier ministre Daniel Kablan-Denka rejoint la Côte d'Ivoire avec le sentiment de la mission accomplie. Le prochain épisode, c'est le sommet de juillet que les deux parties mettront un point d'honneur à réussir. La nuit du communicateur, c'est dans quelques instants en direct de la salle des banquets de Ouaga 2000. Les nominés brûlent d'impatience de brandir les trophées tant convoités. Frédéric Etienne Basenga est sur place. Quelle est l'ambiance qui prévaut à Ouaga 2000? Bonsoir, amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes effectivement dans la salle des banquets de Ouaga 2000 qui est en train de faire son plein. Les hommes de médias sont en train de prendre d'assaut la salle des banquets de Ouaga 2000. Eh bien, ils ont raison, c'est leur soirée, c'est la nuit du communicateur. Ce soir, journalistes et techniciens burkinabés des différents corps de métier de la presse, notamment la presse en ligne, la presse écrite, la presse audiovisuelle qui utilise la langue française et les langues nationales verront leurs œuvres primées pour leur qualité. Et pour en parler, qui mieux que le maestro de tout ça, je l'ai avec moi, le président du comité d'organisation des Galians édition 2014, qui n'est nul autre que le secrétaire général du ministère de la Communication, M. Adama Barrow. M. Adama Barrow, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous sommes à moins d'une heure de temps de l'événement. Est-ce que tout est fin prêt? Ben oui, tout est fin prêt. Vous l'avez dit pratiquement vous-même en disant que les hommes de médias prennent d'assaut la salle des banquets. Oui, nous sommes parfaitement prêts et puisque dans quelques minutes, nous allons pouvoir commencer cette grande soirée de l'excellence, celle qui va consacrer les meilleurs des productions et les meilleurs des professionnels. Voilà, nous sommes à la 17e édition. Quand vous jetez un regard, est-ce que les Galiens sont de plus en plus, ça suscite de plus en plus d'engouement au sein des différents corps des métiers des médias? Absolument, les Galiens suscitent beaucoup d'engouement chez les professionnels parce que cette année en particulier, je peux dire que tous les records ont été battus, 304 candidatures et aussi, sans trahir un secret, beaucoup plus de lauréats cette année que les éditions précédentes. Il faut remonter à 1999 pour voir autant de lauréats que cette année. Beaucoup d'engouement également chez nos partenaires, ceux qui nous soutiennent, qui soutiennent l'organisation des Galiens, mais également ceux qui donnent des prix spéciaux. Il y en a plus d'une vingtaine cette année qui donnent environ 25 prix. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'engouement de part et d'autre et j'invite les professionnels à encore aller beaucoup plus dans la participation pour les prix Galiens. Voilà, vous l'avez dit, il y aura 25 prix spéciaux, 28 Galiens, mais il y a aussi 2 Galiens d'honneur et 2 Galiens d'hommage. Ça répond à quoi? Alors, des Galiens d'honneur pour manifester notre reconnaissance à ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se sont illustrés dans cette profession ou l'ont soutenue. Des Galiens d'hommage aussi pour reconnaître le mérite de certaines institutions ou personnalités qui soutiennent des actions en faveur des médias ou qui soutiennent des causes qui méritent que des Galiens leur soient décernés. Donc il y aura 2 Galiens d'honneur et également 2 Galiens d'hommage. Je n'en dis pas plus, sinon il n'y aura plus de suspense. Voilà, Monsieur le Président du comité d'organisation, de façon pratique, le téléspectateur assis devant son petit écran, à quoi doit-il s'attendre ce soir? Bien, il verra dans quelques minutes les différents palmarès. Il s'agit donc des palmarès du jury officiel qui se décomposent en jury pour les langues nationales, jury pour la presse en ligne et jury pour la presse en langue française avec les différentes composantes. Il verra aussi du spectacle, bien évidemment. La nuit du communicateur sans spectacle n'en est pas une. Et donc il y aura beaucoup de grandes vedettes du moment qui vont assurer de très très belles prestations. Je suis persuadé que ceux qui resteront à la maison verront autant que ceux qui sont ici dans cette salle.
Voilà, merci Président. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier nos partenaires, tous ceux qui soutiennent l'organisation des prix Galian. Je voudrais faire une mention spéciale à l'UMOA qui nous soutient depuis plusieurs années, tant au Galian que pendant les UACO. Je voudrais aussi faire une mention à la l'ONAB qui nous soutient fortement, toutes nos activités du reste, et enfin à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je remercie bien évidemment tous les donateurs de prix, sans lesquels cette soirée manquerait un peu de piquant. Voilà, merci de m'avoir invité à cette édition. Voilà, merci, c'est à vous le merci. Adjuma David Chouambiano, il faut dire que cette soirée s'annonce un glamour. De nombreux artistes burkinabés sont attendus. On peut citer entre autres Rovan, Maria Bissongo, Diko Fils, Fifou. C'est donc une soirée qui s'annonce riche en couleurs. Amis téléspectateurs, ne zappez surtout pas. L'événement, c'est dans moins d'une heure de temps. Adjuma David Chouambiano, vous avez l'antenne pour boucler votre journal. Voilà, donc dans quelques moments, pour voir donc cette belle fête de la nuit du communicateur. En Amisigma, dans le Yatenga, le ministre de l'Énergie et des Mines est allé lancer les travaux de construction de la mine d'or de Karma. Elle va exploiter une réserve de 29 tonnes d'or. La société Trugol a profité du lancement des travaux de la mine pour inaugurer un barrage réalisé juste à côté de la mine. Le reportage de Abdelaziz Yagimou. Les premiers pas ont été difficiles certes, mais avec persévérance, la compagnie canadienne Riverstone, qui va plus tard donner naissance à la société True Gold, est aujourd'hui en passe de gagner son pari. Celui de faire du sol de Namisigma là où l'or prend vie. Le voyage d'exploration du métal précieux à travers cette commune rurale du Yatenga a débuté en 2003. 11 ans plus tard, les recherches géologiques révèlent des réserves minières estimées à environ 29 tonnes d'or brut provenant de 5 gisements, avec une teneur moyenne de 0,88 grammes par tonne. C'est la 7e mine industrielle d'or au Burkina qui voit ici ses travaux de construction lancés. C'est 9 ans de durée de vie, je pense que c'est tout un symbole. Nous ne sommes pas seuls, on est entouré de plein de départements ministériels, chaque département ministériel a sa tâche. Et aujourd'hui, le travail, c'est de renforcer la capacité de ces gens-là pour qu'ils viennent assurer le contrôle régulier de ce qui se fait sur le terrain et rappeler à l'ordre les uns et les autres. L'exploitation de la mine de Karma va générer en termes de recettes à l'État plus de 121 milliards de francs CFA. Plus de 500 emplois seront créés pendant la production et 375 durant la production. Un de nos objectifs forts, premiers objectifs, c'est de travailler de façon en collaboration avec tous les acteurs au niveau du Burkina Faso. Nous sommes engagés à être des citoyens socialement responsables et à être aussi des bons voisins. Engagement qui s'est traduit par plusieurs actions déjà menées au profit des communautés locales. Reboisement, réfection de routes, de salles de classe, de logements d'enseignants et réalisation de forages. Au début, on a eu quelques difficultés, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les difficultés sont aplanies et le conseil municipal est en train tout simplement de concevoir un programme de développement qui va inclure les retombées que nous espérons de la mine. Au nombre des acquis, ce barrage de plus d'1 million de mètres cubes réalisé par la société. Un barrage d'un coût d'environ 900 millions de francs CFA qui déjà fournit de l'eau aux communautés locales. L'année prochaine, il va servir et à la mine et aux populations riveraines. Ce site de barrage se retrouve dans le répertoire que nous avons parce que nous avons un répertoire de sites potentiels de barrage. Et maintenant, chaque année, en fonction des moyens, nous programmons la construction des barrages. Et vraiment voir que cette société-là nous aide dans cette province-là à avoir déjà ce barrage, c'est vraiment une occasion de leur dire merci. Pour la coulée du premier lingot d'or, True Gold donne rendez-vous en 2015. Un moment tant attendu par les acteurs du développement du Nord qui émettent le vœu de voir le projet minier de Karma contribuer efficacement à construire une économie régionale forte et prospère.
Le ministère de l'Énergie et des Mines fait l'état des lieux de l'énergie solaire et dégage des perspectives pour l'action. C'était au cours d'une réunion bilan et de programmation de l'année 2013, une année marquée par de nombreux acquis dans le domaine de la fourniture de l'énergie et dans le domaine de l'exploitation minière. À titre d'exemple, le Burkina a produit 32 tonnes de métal jaune pour une recette de 191 milliards de francs CFA. Le reportage de Sanoua, Christine Koulibaly. Dans un contexte marqué par un déficit d'approvisionnement en énergie, essentiellement thermique jusque-là, le salut de l'accès universel aux services énergétiques au Burkina viendrait sans doute de l'exploitation des énergies renouvelables, notamment celles solaires. Ce premier conseil d'administration de l'année 2014 du secteur ministériel des mines et de l'énergie va permettre de faire l'état des lieux de l'exploitation de l'énergie solaire au Burkina et de dégager les perspectives. Le Burkina Faso bénéficie d'un ensoleillement de entre 3 000 et 3 500 heures par an. On a longtemps mis l'accent sur l'énergie thermique. On a développé l'énergie hydroélectrique, mais compte tenu du fait que nous sommes soumis à la pluviométrie, c'est une énergie qui est moins chère mais aléatoire. Nous avons mis l'accent sur les interconnexions avec la Côte d'Ivoire depuis 2011, avec le Ghana bientôt. Mais l'énergie solaire, c'est une énergie endogène et qui actuellement, avec la baisse, comme je l'ai dit, des prix des panneaux solaires, peut être une énergie moins chère. Les perspectives, donc, c'est mettre l'accent sur l'énergie solaire, même dans des réseaux isolés. Et des projets sont en cours en la matière, dont la centrale solaire de 33 MW de Zaktouli. Des discussions sont également en cours avec la Société d'exploitation minière d'Afrique de l'Ouest, Semafo, pour la cession de 20 MW à Wona. À l'horizon 2015, plus de 100 MW de centrales solaires devraient être installées dans le pays. En attendant, le présent conseil devrait également jeter un regard sur le programme d'activité de 2013. En 2013, sur le plan du secteur minier, malgré la baisse du cours de l'or, comme vous le savez, nous avons quand même réussi à produire 32 tonnes d'or avec plus de 191 milliards de retombées financières au niveau du trésor public. Et nous avons aussi accordé en fin d'année 2013 un permis pour l'ouverture de la mine de Karma. Sur le secteur de l'énergie, nous avons connu quelques difficultés, mais nous avons aussi reçu près de 50 millions de dollars pour la Banque mondiale pour pouvoir donc continuer les travaux. Ces acquis ne devraient pas faire perdre de vue les défis du département, dont l'un des plus grands reste l'accroissement de l'offre énergétique au Burkina. En économie toujours, le Burkina accroît ses capacités en matière d'accueil avec l'entrée en service du Royal Palm Beach Hotel ce jour 23 mai. Cette infrastructure hôtelière située au pied de l'échangeur de l'Est à Dasasko comprend 140 chambres. C'est une infrastructure réalisée à plus d'1 milliard de francs CFA et c'est un reportage de Yolande Lompo. La coupure du ruban suivie de la visite guidée dans quelques-unes des 140 chambres que compose le Royal Beach Hotel avant la signature du livre d'or a permis au premier responsable en charge de la culture et du tourisme de juger par lui-même que cet édifice de 7 étages qui trône majestueusement au pied de l'échangeur de l'Est dans le quartier d'Assassogo symbolise l'élégance et la présence. Nous avoisinons aujourd'hui presque 500 000 touristes par an. Ça veut dire qu'il y a nécessité que l'on puisse, dans le domaine de l'hôtellerie, élargir l'offre. Donc de ce point de vue, l'heureuse initiative de El Hadj Adama Ouedraogo vient renforcer cette capacité-là. C'est plus d'1 milliard de francs CFA qu'il a injecté dans l'économie nationale. Et bon an, mal an, c'est pratiquement 2 milliards 400 millions de francs CFA que des privés investissent dans notre pays dans le domaine de l'hôtellerie. Je crois que des hôtels de ce standing-là nous permettra aussi de viser une clientèle haut de gamme. La nouvelle infrastructure hôtelière vient agrandir le parc hôtelier burkinabé et devrait donner la possibilité aux visiteurs de se loger en fonction de leurs moyens. Nous avons 140 chambres avec plusieurs types de suites qui vont de la suite royale à la suite junior. Les suites sont en général équipées de baignoires balnéo, de douches hydromassantes. Bon, également, comme vous avez pu voir, nous avons des salons dans nos chambres. Nous avons de l'équipement complet.
Ainsi, pour le promoteur déjà propriétaire des hôtels Palm Beach, c'est un rêve qui se concrétise. Le secteur hôtelier est pourvoyeur d'emplois et Baba Ama fonde l'espoir que d'autres investisseurs puissent emboîter son pas, car en septembre 2014, le Burkina Faso abritera le sommet extraordinaire de l'Union africaine. Le développement de la ville de Ouagadougou va bénéficier de plus de 26 milliards de francs CFA. Le gouvernement a désormais l'aval de la représentation nationale pour mobiliser auprès de l'Agence française de développement les ressources nécessaires pour l'aménagement nécessaire à l'entretien de voiries, la réalisation de fontaines ainsi que de forages. Reportage Anna Lucie Kéré. C'est en présence du ministre de l'Aménagement du territoire et de ses proches collaborateurs que les députés ont examiné le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé le 13 décembre 2013 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et l'Agence française de développement pour le financement du projet de développement durable de la ville de Ouagadougou. La mise en œuvre de ce texte de loi devra permettre de résoudre un tant soit peu les problèmes cruciaux qui se posent dans la ville et les quartiers périphériques de Ouagadougou à travers notamment l'aménagement et l'entretien des voiries, l'extension du réseau d'assainissement collectif dans les quartiers de la zone du Bois et de Passfanga, la réalisation de bonnes fontaines dans les quartiers non lotis et de forages. Ce qui va être réalisé déjà, c'est de l'eau potable qui va être apportée à ces populations, notamment les conduits d'eau de l'ONEA. C'est pourquoi l'ONEA sera associée. Au lieu d'avoir uniquement des bornes fontaines, les populations pourront s'abonner au niveau de l'ONEA, ce qui est déjà une amélioration de conditions de vie. Il y aura de l'assainissement, il y aura des ouvertures de voies, parce que très souvent, quand il pleut, c'est difficile d'arriver dans les quartiers périphériques. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Et à la fin, là où nous avons prélevé les lieux de prélèvement des agrégats, ne resteront pas des trous ouverts. Nous allons refermer, comme on le dit, ces trous pour préserver l'environnement. Les députés, toutes tendances politiques confondues, qui se sont réjouis de l'élaboration de ce projet de loi par le gouvernement, l'ont adopté à l'unanimité. Il y a un problème d'assainissement, quand il pleut, il y a les inondations, ils n'ont pas d'eau potable, il n'y a pas de voirie, il n'y a rien. Vraiment, ça permet de résoudre le problème de la grande population de Ouagadougou. Vous prenez les quartiers sinistrés, donc au niveau des Yakma, qui sont là et n'ont pas encore d'éclairage public. Quand on prend par exemple des zones comme Karpa, là, on n'a pas encore d'électricité. Or, c'est ça qui intervient dans notre indice de développement urbain. Créer la ville, c'est permettre aux gens de pouvoir vivre en ville avec des conditions de vie acceptables. Et c'est ça qui va amener notre taux d'urbanisation. Et vous savez que la ville est créatrice de richesses et nous devions travailler à ce que dans notre pays, les villes créent des richesses pour lutter conséquemment contre la pauvreté. Les élus nationaux ont à l'occasion fait des suggestions, dont la création d'un fonds spécial pour accélérer l'urbanisation au Burkina Faso. 12 nouveaux partis politiques marquent leur adhésion au Front républicain. Ils ont été présentés à la presse ce mercredi. C'était l'occasion pour les responsables du Front de faire une lecture de la situation nationale et de revenir sur les grandes lignes qui structurent l'action de ce Front. Reportage Ziediara et Claudine Bikaba. Ces 12 formations politiques sont désormais à bord du navire du Front républicain, déjà fort d'une cinquantaine de regroupements politiques. C'est naturellement avec un sentiment de fierté par rapport à nos idéaux que nous accueillons l'arrivée au sein du Front républicain et d'une douzaine de partis et formations politiques qui sont donc sur le champ politique national et qui ont décidé, après analyse et après avoir respecté et rempli les conditions exigées par les textes du Front républicain. C'est difficile d'en rajouter à ce que le président a dit. Il était clair sur le sujet. Nous sommes d'autant plus heureux que notre pays se trouve dans une situation de crise, je dirais même d'agression à la Constitution. Or, la Constitution, c'est la loi des lois.
C'est la loi qui organise nos relations politiques, économiques et sociales. Lorsqu'elle est agressée, il y a un devoir patriotique et républicain à tous les citoyens de se mobiliser. Accueillis par les premiers responsables du Front républicain, les nouveaux adhérents se disent convaincus de leur décision et entendent poursuivre inlassablement leur combat pour la propagation des idées que défend le Front républicain. Pas maintenant que nous avons rallié le camp du Front républicain, parce que nous estimons depuis longtemps que la pratique de la démocratie se passe autour d'un minimum de compromis. C'est ce que stipule notre Constitution. Ça fait que depuis 2011, nous avons toujours pensé que les questions qui divisent et fâchent la classe politique là devaient être solutionnées autour des tables de négociation. Pour le Front républicain, il appartient au peuple de trancher sur les différentes questions qui suscitent des contradictions dans la classe politique burkinabé. L'armée de l'air est depuis ce matin commandée par le lieutenant-colonel Gaston Nikiema qui remplace à ce poste le lieutenant-colonel Stéphane Olo Kambou. Le nouveau commandant va poursuivre la mission de renforcer la cohésion au sein de l'armée de l'air. Au reportage, Maxime Zongo. Officiers, sous-officiers, aviateurs de la première région aérienne, je parle le président du FASO. Vous le connaîtrez désormais pour chef, le lieutenant-colonel Kambou Olo Stéphane, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Burkina Faso. C'est par cette formule consacrée que le chef d'état-major de l'armée de l'air, le colonel-major Théodore Nabapalé, a installé officiellement le lieutenant-colonel Olo Stéphane Kambou dans ses nouvelles fonctions. Le commandement en main, le tout nouveau patron de la première région aérienne, a aussitôt décliné ses priorités. C'est veiller au renforcement de nos capacités opérationnelles et veiller à une gestion efficiente de nos ressources. On sait que nos ressources sont limitées, mais une gestion efficiente nous permettra d'avoir des résultats probants avec ce qu'on a. Le lieutenant-colonel Olo Stéphane Kambou, qui vient de prendre les rênes de la première région aérienne, remplace à ce poste le lieutenant-colonel Gaston Nikiema, appelé à d'autres fonctions. La quarantaine bien sonnée, le lieutenant-colonel Stéphane Kambou est pilote de formation. Titulaire de plusieurs diplômes d'école supérieure de guerre, il occupait le poste de commandant de la base aérienne 511 avant d'être porté à la tête de la première région aérienne. C'est clair, donc vous avez rectifié par vous-même. Le lieutenant-colonel Stéphane Olo Kambou remplace donc le lieutenant-colonel Gaston Nikiema, appelé à d'autres fonctions. Belouette lance un projet de plantation de moringa dans le village de Tampelga, commune de Dapelgo. À cette occasion, il a reçu un lot de matériel de travail de la part de l'ambassade de Turquie. Bajiro Doussa et Claudine Bikaba signent ce reportage. Un projet de plantation de 5500 pieds de moringa sur une superficie de 10 hectares dans le village de Tampelga sur initiative de Belouette en collaboration avec l'agence turque de coopération et de coordination TICA. Le moringa, de son nom scientifique Moringa oleifera et Arzantiga en moré, possède de multiples vertus. C'est un arbre qui est puissant parce que depuis la racine jusqu'aux feuilles, aux fruits, et le tronc, tout est utilisé dans le moringa. Rien n'est à jeter du moringa. C'est en cela qu'il est utilisé pour les soins. Le moringa est une plante à 1000 vertus, une plante très puissante et qui peut être cultivée partout dans les 45 provinces du Burkina. Ce projet va s'étendre sur une plantation de 100 000 pieds de moringa destinée à 115 établissements scolaires de 18 communes du Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est un pays fraternel. Nous avons beaucoup de sentiments de solidarité avec votre beau pays.
Et c'est à travers notre agence de coopération internationale turque, TICA, que nous poursuivons nos activités de coopération au développement. Pour la délégation de l'agence turque, les bénéfices de la production du moringa justifient tout leur engagement dans ce projet. Avec ce projet, nous allons fournir de la nourriture à 75 établissements scolaires au Burkina Faso et aux familles burkinabées. Nous sommes heureux d'être ici à cette occasion, mais aussi nous sommes très heureux de l'accueil et de l'hospitalité de Senaba et du peuple burkinabé. En prélude à la cérémonie de lancement du projet, Belwet a reçu un lot de matériel de travail pour accompagner le démarrage du dit projet. De la place de la Nation au rond-point des Nations Unies, des femmes ont marché pour marquer leur soutien aux lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria. À l'appel de la coordination des femmes du Burkina Faso, elles étaient des centaines à battre le pavé pour exiger la libération sans condition des filles. Un mémorandum a été remis à l'ambassadeur du Nigeria au Burkina Faso. Reportage de Aboubakar Sagnon. Elles marchent en silence pour se faire entendre et témoigner de leur solidarité aux familles et aux 223 lycéennes enlevées à Chibok dans le nord du Nigeria par la secte Boko Haram. Rien que se mettre une minute à la place de ses parents nous écœure, on ressent vraiment une douleur. Donc vraiment nous appelons vraiment la communauté internationale à vraiment agir pour pouvoir nous aider à libérer ces filles-là. Cette manifestation de soutien est la première au Burkina Faso depuis le kidnapping des filles le 14 avril dernier. Les marcheuses sont parties de la place de la Nation au rond-point des Nations Unies où elles ont remis un mémorandum à l'ambassadeur du Nigeria au Burkina Faso. Ce qui se passe dans l'état de Borno au Nigeria nous concerne également, nous, filles, femmes et hommes du Burkina Faso. Nous condamnons fermement l'enlèvement et la séquestration des lycéennes par la secte Boko Haram. Nous refusons qu'au nom d'une idéologie politique ou d'une religion, des individus décident de maintenir des filles dans l'ignorance et l'obscurantisme. Nous exigeons leur libération sans condition et la réouverture des écoles pour permettre aux enfants du nord du Nigeria de poursuivre leurs études en sécurité. Le diplomate nigérian a salué l'initiative de l'association et coordination des femmes du Burkina Faso. David Bala a rassuré que son pays, avec le soutien de la France, à Koudougou, on reparle de disparition de sexe. C'est une véritable psychose qui gagne la population depuis quelques 2 semaines. Elle a même entraîné le lynchage public d'une personne il y a quelques jours. Face à la situation, les autorités de la région interpellent tout un chacun à plus de bon sens et à plus de tolérance. Isaïe Parkouda nous en parle. Une personne qui avait son sexe qui était disparu. Lui-même, il a accepté de présenter son sexe. Ça, c'était vrai. Ça, c'était vrai. Je peux l'affirmer, c'est vrai. Voilà, puisque j'ai vu 2 fois. Il y a un de mes voisins aussi qui a été victime. Mais lui dit qu'il a un sexe qu'ils ont échangé son sexe parce que lui, il était circoncisé. Mais après l'événement qu'ils ont fait revenir le sexe, il se trouvait que son sexe, le sexe qui est revenu n'est pas circoncisé. Mais c'est aux autorités de prendre le problème au sérieux. Le vendredi, j'étais au secteur numéro 10. Il y a un jeune qui a dit que lui, il a son sexe qui a été disparu. J'ai eu le courage de lui poser la question, est-ce que, en toute sincérité, vous avez votre sexe qui a disparu? Il m'a dit oui. Et non. Dans ce cas, nous allons vérifier. Quand il s'est déshabillé, il nous a dit non. Que lui, la forme de son sexe n'était pas ça. En toute sincérité, moi j'étais dessus. Et j'ai dit aux jeunes, vous voyez, comment voulez-vous croire à quelqu'un qui dit qu'il n'avait pas cette forme et le sexe n'avait pas cette forme? Du moment où le sexe est là, moi-même j'ai vu son sexe, j'ai vu tous ces testicules. Franchement, j'étais touché au plus profond de moi et ça m'a interpellé. Pendant que ça chauffait autour de nous, j'ai demandé au jeune qui prétend avoir perdu son sexe, est-ce que tu as perdu ton sexe? Il dit non, que son sexe est là. Et que vraiment il ne sait pas pourquoi
il a accusé ce jeune-là qui ne comprenait rien de ce qui se passait autour de lui puisqu'il ne parle pas moré. Et c'est moi qui ai expliqué très rapidement que non, on t'accuse d'avoir soutiré le sexe de ton voisin. La population de la ville de Koudougou fait face depuis quelques jours à ce phénomène de rétrécissement ou de disparition de sexe masculin. Le premier cas s'est produit le 7 mai dernier, au secteur numéro 1 où 2 jeunes ont été accusés d'avoir fait disparaître le sexe des muezzins. Depuis lors, le phénomène a pris de l'ampleur et les personnes accusées sont souvent victimes de vindictes populaires. Et devant l'engrenage des faits, les autorités locales se sont réunies pour ensemble trouver les voies et moyens afin de venir à bout du phénomène. Nous déplorons l'intolérance cependant, entraînant de graves violations de droits humains qui semblent de plus en plus gagner du terrain. Je tiens à rappeler que de tels agissements sont contraires à l'état de droit et remettent en cause l'un des principes sacro-saints de la justice qui est la présomption d'innocence. Au regard de la gravité de la situation, il nous a paru nécessaire d'inviter les populations au calme et à la retenue face à ce phénomène qui pourrait menacer la paix et la cohésion sociale. Nous faisons donc un appel à tous les niveaux, à toutes les couches, femmes, hommes et enfants, de faire en tout cas preuve de retenue et de tolérance pour éviter en tout cas le drame. Parce que je me dis que si ce sont des étrangers, si ce sont des éléments, tout le monde est étranger potentiel. Que moi je ne sois pas étranger ici à Koudougou, mes enfants sont étrangers ailleurs. Donc je crois qu'il y a lieu de faire en tout cas une forme de retenue, de tolérance. Et lorsqu'il y a un cas comme ça suspect, les autorités sont là. Une équipe technique a été constituée à l'hôpital de l'Amitié de Koudougou pour prendre en charge toute personne prétendant avoir été victime de cette pratique. Et 11 cas au total ont été signalés et l'avis du directeur général est sans appel. Toutes les 11 personnes qui ont été examinées, en tout cas pour les chirurgiens, ils ont leur sexe. Les personnes aux ressources de la province de Boulkemdé se sont fortement impliquées pour avoir la vérité des faits afin de mieux appréhender le phénomène. Le gouverneur de la région demande aux populations de se référer aux services compétents et de faire prévaloir la tolérance pour préserver la paix sociale. Un important pas a été franchi vers l'éradication des fistules obstétricales. Des indicateurs le montrent à travers le monde. C'est une affection que l'on peut éviter et que l'on peut guérir. En témoignent des femmes victimes de fistules obstétricales qui donc témoignent. Elles ont reçu la visite de représentants de l'UNFPA, de l'OMS et du ministère de la Santé. Reportage de Lazare Pouya. C'est après une présentation sur l'expérience de Chifra en matière de prise en charge des fistules obstétricales que les hôtes du jour ont débuté leur visite. À Chifra, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2012, 42 cas, 2013, 167 cas et à la date du 22 mai 2014, ce sont 121 femmes victimes de fistules obstétricales qui ont été prises en charge gratuitement. La prise en charge au niveau du CEMA de Chifra, elle est gratuite. Les femmes viennent de tous les coins du Burkina et même des pays voisins. On a en moyenne 2 patientes par jour en consultation et nous opérons à peu près 9 patientes par semaine. Avec 6 lits en 2012, Chifra compte aujourd'hui 16 avec une table opératoire non adaptée, un manque de salles d'attente et une insuffisance de boîtes opératoires. Qu'à cela ne tienne, la visite de ses partenaires avec des boules de savon en main a permis de se faire une idée de l'expertise de ce centre. Nous avons choisi de marquer cette journée en faisant cette visite aux femmes qui sont en attente d'être opérées ou qui viennent d'être opérées. Parce que le thème de la journée, c'est dépister les fistules et transformer des vies. Parce que c'est une maladie qui est invalidante et qui conduit à l'isolement et à l'exclusion sociale. Alors il faut aller au fin fond des villages pour retrouver ces femmes, les dépister et les opérer. Et les bénéficiaires de la prise en charge des fistules obstétricales ont désormais le sourire aux lèvres. Avant là, tu ne peux même pas rentrer au milieu des gens. Baptême, tu ne peux même pas aller. Mariage, si tu pars, il faut que tu vas s'asseoir à côté. Tu ne peux même pas rentrer parmi les gens. Depuis que j'ai fait l'opération, là, je sens que je suis guérie. Toute chose qui satisfait le ministère de la Santé. Cette journée vraiment nous interpelle et nous, ministère de la Santé, déjà nous avons compris que c'est une priorité, qu'il faut le faire. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire face à cette problématique-là et de redonner la dignité, l'espoir de vivre à ces femmes-là.
La fistule obstétricale est une communication anormale entre les voies urinaires, génitales et digestives, occasionnant ainsi une perte incontrôlée des urines. L'éradication de ce mal passe nécessairement par la prévention. Du 14 au 16 juin prochain se tiendra le Salon international de l'enfant et de l'adolescent. C'est un événement qui va marquer la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain et à l'occasion, la réflexion sera campée sur le thème « Être enfant au XXIe siècle, enjeux, défis et perspectives ». Reportage signé de Nathalie Sawadogo Nabaloum. Cette conférence de presse a pour but d'informer le public burkinabé de la tenue prochaine de la première édition du CINEA, le Salon international de l'enfant et de l'adolescent. Objectif, contribuer à un meilleur encadrement du bien-être de ces couches fragiles de la population. Le salon pour enfants, c'est vraiment un cadre qui permettra aux professionnels de se réunir, aux acteurs qui œuvrent pour l'épanouissement et le droit des enfants, de se réunir, d'échanger, de débattre sur les problématiques liées à l'éducation, à la santé, tout ce qui rentre dans le cadre de l'enfant. Il faut se dire qu'aujourd'hui, l'éducation des enfants laisse à désirer. Et ce qui fait que réellement, on a tout laissé à l'école, alors que ce n'est pas l'école qui doit tout faire. Prévu pour se tenir du 14 au 16 juin 2014, le CINEA est placé sous le thème « Être enfant ou adolescent au XXIe siècle, enjeux, défis et perspectives ». Nous avons programmé d'abord du 11 au 13 juin les 72 heures de solidarité enfants. Ces 72 heures permettront de récolter tout ce dont on n'a plus besoin dans les familles, surtout par rapport aux enfants, de les récolter, que ce soit dans les familles, dans les écoles. Nous aurons besoin des livres, des jouets, des chaussures, des vêtements pour remettre aux enfants de la rue et aux enfants démunis. Le 13, nous avons le gala de bienfaisance qui aura lieu au centre commercial ici. Et le 14, c'est l'ouverture officielle. Le 15, c'est dimanche, nous avons prévu un baby show à Faso Park. Cette première édition qui se tient en marge de la célébration de la Journée de l'enfant africain, commémorée chaque 16 juin, a pour marraine la première dame du Faso, Chantal Komporé. Elle verra la participation de plus de 300 personnes venues de divers horizons, à savoir la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Bénin. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure pour suivre la grande nuit du communicateur en direct de la salle des banquets de Ouaga 2000. Excellente suite de programme sur la RTV.